Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Juliette Briens, bonjour Sia Latias. Bonjour. Bonjour à vous, chers auditeurs de Sud Radio. Nous sommes en week-end électoral et donc sous les radars de l'Arcom qui oblige politique sous influence à ne pas dire un mot de politique française et d'ailleurs, y compris sur les réseaux sociaux. C'est la trêve, mais nous allons néanmoins vous aider, comme chaque semaine, à décrypter les réseaux sociaux. Nous allons vous parler de la guerre des pixels, une guerre avec drapeau, une guerre acharnée, mais une guerre sans mort celle-là. Nous allons aussi vous parler d'Elon Musk, de sa prise de contrôle de Twitter. Nous allons revenir sur les tweets de l'ambassade de Russie à Paris, pas de meilleur goût, et à la veille du choc militaire dans le Donbass, nous allons nous pencher sur l'évolution du conflit en Ukraine avec le géopolitologue Philippe Fabry. Nous terminerons enfin avec un peu de légèreté en recevant l'homme qui veut réconcilier l'écriture et les réseaux sociaux, le jeune scénariste Samuel Fitoussi. Allez, c'est parti pour une heure sans bottes, sans langue de bois, et on commence tout de suite par les buzz de la semaine. Alors, dans les buzz de la semaine, qu'est-ce que vous avez ramené, Juliette, dans votre hôte ? J'imagine que vous avez tous les deux vu ces hashtags qui n'ont pas redescendu de la semaine. Hashtag Pixelwar, hashtag Reddit Place. Bon, vous n'avez pas compris grand-chose, mais c'est normal, je suis là pour vous expliquer. On va jouer les boomers, d'accord ? Ouais, Voilà. C'est parce que la guerre des pixels a été lancée vendredi 1er avril sur Reddit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait beaucoup de bruit. Alors, on avait déjà parlé de Reddit. Alors Reddit, c'est une plateforme de discussion un peu comme un forum qui est divisé en plusieurs sous-catégories de thèmes et de sujets. Et il y a 5 ans, ils avaient lancé également en 1er avril ce qu'ils appelaient le concept, l'expérience place. Bon, le concept, je vous l'explique. Reddit met à disposition en fait une sorte de toile virtuelle vierge, comme un tableau vierge. Et sur cette toile, donc elle est divisée en quantité incroyable de petites pixels, donc c'est des petites, des mini-points lumineux qui forment une image électronique. Et donc toutes les 5 minutes, un internaute peut aller placer une pixel de couleur sur cette toile virtuelle. Bon, vous allez me dire, une pixel toutes les 5 minutes, c'est très très long. Et voilà. Comment arriver à faire quoi que ce soit. Mais justement, le but de cette guerre de pixels, c'est vraiment le travail d'équipe. Parce que vous savez, sur Internet, il se forme ce qu'on appelle des communautés, souvent autour d'un influenceur ou d'un streamer. Et bien justement, c'est grâce à sa communauté que Kameto, qui est un streamer Twitch, donc en lien avec les jeux vidéo très très suivi, il a pu lancer cette initiative d'équipe autour de la France. Donc ils ont réussi à annexer une grosse partie très visible de la toile pour y dessiner un drapeau français. La difficulté, c'est que après avoir annexé un territoire, il faut le défendre parce que tout le monde le veut, les Espagnols, les Allemands, etc. Et cette fois-ci, c'était une véritable guerre des pixels. Vraiment. On a appelé ça d'ailleurs la guerre des pixels. Mais il y a des tactiques, des batailles, des trêves, des roulements de troupes pour défendre l'œuvre d'art pendant la nuit, parce que quand les Français dorment, les Américains sont d'attaque. Donc voilà. Et là, c'est surtout contre les Espagnols que la guerre a fait rage. C'est très impressionnant, en tout cas, de voir un tel niveau de coordination chez ces jeunes pour défendre l'honneur du pays. En tout cas, écoutez leur joie au moment de la victoire décisive sur le camp espagnol, c'est assez marrant. Les gars, faites la tour Eiffel, go. C'est pas grave. Voilà les gars, voilà. On est trop chaud. Vous êtes construits, les gars. Ouais, bon, résultat final. C'est plaisir quand même. Ouais, bien sûr. Et le grand drapeau français a été défendu jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour gagner la guerre, c'est à la fin du jeu. Il y a une capture d'écran en fait de la toile et c'est celui qui est le plus visible qui a gagné. Le drapeau français a été extrêmement visible. Ils ont rajouté plein de petits symboles dedans en rapport avec la France. Alors ce qui est fascinant, c'est ça, c'est qu'ils se sont battus aussi pour savoir quel était le symbole qui illustrait le mieux la France. Ils en ont rajouté plein. Il y avait l'Arc de Triomphe, il y avait un croissant, le musée du Louvre. Il y avait Zinedine Zidane et Thomas Pesquet. Et d'ailleurs, les deux ont fait une petite vidéo très sympathique et postée sur Twitter pour remercier les streamers et l'équipe de France de la guerre des pixels. Voilà. Large victoire. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Et rappelons-le, ça fait vraiment du bien parce que c'est une guerre avec beaucoup de patriotisme, mais pas de mort. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, on n'avait pas vu autant de patriotisme depuis la Coupe du Monde. Donc, c'est toujours très sympa. Exactement. Alors, il y a un autre buzz de la semaine, je crois, qui a secoué la twittosphère. C'est l'arrivée d'Elon Musk au conseil d'administration de Twitter. Oui, vous êtes au courant qu'il a fait l'acquisition de 9,2
des parts de Twitter. Il devient donc le premier actionnaire du réseau social. Pour imaginer un peu, ses parts, elles sont désormais 4 fois plus grosses que celles du cofondateur de l'appli lui-même, Jack Dorsey. Donc il va peser dans l'univers Twitter. En fait, il rentre au conseil d'administration, tout simplement. Mais est-ce que c'est pas un moyen pour lui de ne pas être éjecté de Twitter? Alors... effectivement, Elon Musk est un gros tweetos. Il tweet au moins 12 fois par jour. Faut le savoir. Ah, il est accro. Et il est assez taquin. Alors, on l'a un peu senti venir, cette acquisition. Il avait sorti un tweet juste 2 jours avant l'acquisition. Il avait posté sur son compte Twitter à 80 millions d'abonnés. Pensez-vous, il avait fait un sondage, pensez-vous que Twitter respecte la liberté d'expression? Oui ou non? 70% de non. Donc il est très taquin. Et 2 jours plus tard, la presse révèle... donc il aura mis la pression, en fait, finalement. Donc le lendemain, les internautes n'en finissaient plus de lui adresser des requêtes directement à lui en le taguant. Et celle qui a fait le plus buzzer, c'est s'il vous plaît Elon Musk, le retour de Donald Trump sur Twitter. Et je crois qu'il a été exaucé, il a été entendu, non? Il a été entendu? Non, est-ce qu'il est rentré? Non, il n'y a pas de retour de Donald Trump sur Twitter. Non, absolument pas. Non. Pas encore. Mais en gros, pour le moment... Mais on sait si Musk est favorable ou pas? Il est plutôt favorable, lui, à la liberté d'expression. Il ne s'est pas exprimé là-dessus. Il y a une chose sur laquelle il s'est exprimé, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui a particulièrement buzzé, c'est l'arrivée du bouton « Edit ». Sur Twitter. Je pense que Cyril... tweets. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas depuis le début de Twitter et qui est revendiqué depuis des années. Mais en même temps, je pense qu'ils ne veulent pas changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un tweet, en fait, on ne peut plus le reprendre. On ne peut plus le modifier. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut l'effacer, mais on ne peut plus le modifier. Et donc il y a la tragédie. Voilà. On connaît tous cette frustration. Alors là que toutes les plateformes, la tragédie de la faute d'orthographe. On a lâché un tweet, le tweet a beaucoup de succès, et on se rend compte qu'il y a une énorme faute d'orthographe. On ne peut pas le modifier. Et en même temps, Facebook l'a fait il y a très longtemps. On peut éditer ses posts Facebook, donc toutes les plateformes le font. Mais je crois que côté Twitter, c'est une histoire d'éthique et une histoire de sens, parce que du coup, on peut réécrire l'histoire. Ah oui. Après, je pense qu'une des meilleures solutions serait de donner un laps de temps de 10 secondes pour pouvoir rééditer son post et après de bloquer l'édition pour éviter justement les censures ou en tout cas les changements d'histoire où on pourra modifier son tweet. Et donc dire j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, surtout en pauvre. Mais d'ailleurs, il y a des petits malins, il y a des comptes assez sournois, notamment le compte fallait pas supprimer. Qui capte immédiatement les tweets avant qu'ils soient supprimés. Ça, c'est sûr. Ça, c'est incroyable. Exactement. Donc là, vous, Cyril, ça vous surprend ou pas qu'Elon Musk arrive sur essaye de prendre un peu le contrôle peser à l'intérieur de Twitter? Oui, alors du coup, c'est quand même pour 3 milliards de dollars. Donc il a quand même investi 3 milliards sur une plateforme qui n'est toujours pas rentable, il faut le rappeler. Oui, ce qu'on dit aussi qu'ils sont un peu en galère financière. Mais qui est son arme de communication absolue. C'est-à-dire quand Elon Musk fait un tweet sur Tesla, l'action elle monte. Là, l'action Twitter a quand même pris 20%. Parce que Elon Musk parce que Elon Musk est rentré au conseil d'administration, donc c'est un signe positif. Je pense qu'il peut aider à modifier la plateforme. Il y a plusieurs théories sur son arrivée sur Twitter. C'est effectivement, il est aussi très consciencieux de la censure. Donc il y a aussi des rumeurs qui disent qu'il voudrait que la plateforme ne censure pas plus que nécessaire, mais qu'il se restreint à son rôle de plateforme. Il y a plusieurs hypothèses aussi sur combattre. C'est vrai qu'il y a quand même une espèce de prise de pouvoir impressionnante. Twitter prend de la place. Débranchant le président des États-Unis, qui était encore président des États-Unis en exercice. Et c'est quand même une première d'avoir débranché un compte officiel d'un président en exercice. Parce que l'importance de Twitter est tellement forte qu'à un moment donné, ils doivent avoir des responsabilités vis-à-vis de tout ça. Donc il y a ce premier sujet, il y a aider la plateforme à monétiser vraiment sa plateforme et gagner de l'argent, parce que là pour le coup je pense qu'il est plutôt calé. Il y a d'autres hypothèses aussi sur la crypto-monnaie. L'arnaque à la crypto-monnaie, c'est ça? Combattre les escroqueries liées à la crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui Twitter est une plateforme tellement puissante de diffusion qu'on peut très vite capter des tweetos qui vont venir prendre de la crypto-monnaie et qui peuvent se faire escroquer. Mais si on peut faire un arrêt sur image sur ce personnage d'Elon Musk, je pense qu'on n'est pas les seuls, en tout cas sur les réseaux, tout le monde le trouve fascinant, il y a juste titre. Il y a quelque chose d'incroyable, cet homme. C'est pas seulement un milliardaire, c'est pas seulement un tycoon de la nouvelle économie, c'est quelqu'un qui est assez visionnaire, et il ressemble d'ailleurs un peu, vous savez, au méchant dans James Bond, vous savez, le gars qui veut conquérir la Lune pour y installer des fusées et pouvoir prendre le contrôle sur Terre. Il y a un côté mégalomane, mais alors en plus sympathique, on va dire. Oui, il y a ce côté un petit peu visionnaire, un petit peu je veux changer le monde, et donc je mets tout en place pour le changer. C'est-à-dire que toutes ces entreprises ne sont pas toutes rentables, il faut le dire, donc c'est pas forcément le meilleur businessman qui existe, mais il se lance dans des projets fous. Il a une vision, il a une théorie, et il essaye d'aller au bout.
Voilà, bon, écoutez, merci On pour verra. ce décryptage. Au prochain Et conseil d'administration. Voilà. il y a quelque chose qui est beaucoup moins rigolo, ce sont les tweets de l'ambassade de Russie. Oui, le compte Twitter de l'ambassade de Russie a récidivé, on peut le dire comme ça. Exactement. Et l'ambassadeur est à nouveau convoqué au ministère des Affaires pour un tweet assez indécent. Alors sur ce nouveau nouveau tweet, on pouvait voir, alors c'est une image, c'est une photo, de nombreux journalistes autour de l'épave d'un char prenant des photographies dans la ville de Boutcha, où des centaines de civils, on le sait, ont été retrouvés abattus après le retrait des forces russes. Et en dessous, un court message, plateau de tournage, ville de Boutcha. Et c'était fascinant parce que cette image, il y avait un fond, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour la retrouver facilement sur les réseaux, le fond est flouté, donc la scène de crime est floutée, et devant, les journalistes sont nets, Oui. en quelque sorte. Donc ça Oui, crée c'est un une- effet voilà. de contraste qui est assez odieux. Énorme vague d'indignation. Alors le tweet, encore une fois, a été supprimé, mais beaucoup trop tard. Et en fait, c'est donc la deuxième fois que l'ambassadeur se fait convoquer comme ça. On en avait déjà parlé la dernière fois. C'était pour le tweet de la caricature. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça représentait l'Europe malade, un homme qui représentait l'Europe malade, injecté avec des grosses piqûres de Covid, de russophobie, d'OTAN, de néonazisme, de cancel culture. Et pareil, indignation, tweet supprimé. Alors la question, pour moi, c'est ces tweets viennent-ils de l'ambassadeur lui-même ou d'un CM, un community manager un peu fou qu'on n'arrive pas à arrêter, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'est pas viré? Voilà. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est d'abord que la Fédération de Russie, elle interdit les réseaux sociaux qu'elle utilise. En fait, dans ce conflit, ça, sur son propre territoire, il n'y a pas ces réseaux sociaux. Par contre, elle les utilise. Et enfin, a priori, la diplomatie, ça sert quand même à discuter. Et là, la diplomatie, elle ne sert plus du tout à discuter. C'est la culture du clash. À mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on aura affaire à ce genre d'histoire. Bon, en tout cas, la guerre est bien là, sur les réseaux. Et cette guerre qu'on n'avait pas vu venir, en tout cas pas la plupart des experts, mais il y a un expert tout de même qui avait vraiment prévu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cet expert, figurez-vous, il est parmi nous. On va le recevoir tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Très bien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Chère Juliette, cher Cyril, est-ce que vous savez en pourcentage combien de temps les Français passent devant leur écran pendant leur loisir? Moi, beaucoup. Beaucoup, ouais. J'allais dire trop. Moi, beaucoup trop. Eh bien, écoutez, il y a une enquête d'Obi-Wan réalisée par Vertigo Research et la réponse est stupéfiante. 60% du temps libre des Français, c'est vraiment le fameux temps de J'aurais dit cerveau plus. disponible. J'aurais dit plus. Ah ouais. Ah, vous auriez dit plus, mais on n'arrête pas le progrès. Alors, pour en parler, François Josse, vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, donc universitaire, spécialiste des médias, sémiologue, directeur de la revue Télévision. Bientôt, peut-être, vous allez nous le dire, mais peut-être une revue qui s'intéresse à l'antiquité du monde des médias. Non. Au rythme où on va, vous allez nous expliquer ça. Et vous êtes l'auteur aussi d'un livre à paraître le 21 avril qui s'appelle « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors, il y a un gros jeu de mots parce que c'est le fameux mème, justement, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'aimez, Juliette, par exemple? Ah oui, moi j'ai beaucoup m'aimé. Vous m'aimez beaucoup, hein. De la parodie à la pandémie numérique, ça sortira chez CNRS Éditions le 21 avril. On est ravis de vous accueillir. Soyez le bienvenu. Peut-être pour commencer, Merci. qu'est-ce que la sémiologie avant de revenir sur cette étude? La sémiologie, c'est l'étude des signes. En fait, c'est une discipline qui s'efforce de trouver, de mettre au jour ce qui signifie dans l'image et qui fait que parfois on a des visions, si j'ose dire, très différentes d'une image. Est-ce que vous diriez, on aurait pu intituler cette chronique de manière un peu brutale, disons, allumez vos écrans, éteignez vos cerveaux. Est-ce que c'est vraiment le temps de cerveau là disponible, grignoté par les écrans, 60% du temps libre des Français? Est-ce que pour vous c'est très inquiétant sur, je dirais, l'activité un peu cérébrale des Français? Bon, d'abord, je pense que comme il faut rappeler, c'est très important que c'est une enquête qui a eu lieu entre le 6 décembre 2021 et le 3 janvier. Eh oui. Donc, c'était une époque où on était, le Covid était à son pic pratiquement. Il y avait un pic de contamination. On avait un petit peu la trouille et on sortait le moins possible. Donc, je veux dire, ça explique quand même que tout ce qu'on a pris comme habitude dans le confinement fait que on reste plus chez soi qu'on sort. Hein, ça, situation exceptionnelle, cette crise sanitaire. Oui. Donc, si vous voulez, je me garderais bien de dire que c'est éternel, hein, que ça va durer comme ça. L'autre chose importante, c'est que, en fait, ce qui est fondamental aujourd'hui dans toutes ces mesures, c'est la place qu'occupe le smartphone.
C'est-à-dire que le smartphone, c'est un prolongement quand même aussi de notre intelligence, de nos sentiments, et on fait tout sur le smartphone. Donc ça explique que, si vous voulez, d'ailleurs c'est dit dans l'étude qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Hein. C'est des activités réalisées parfois simultanément. Et donc, c'est vrai qu'on voit des gens, je crois qu'on en a été tous là, même des plus vieux comme moi, qui font beaucoup de choses en même temps sur leur smartphone. Ils poursuivent une conversation avec des amis, ils voient tomber une information, une notification d'information, et puis ils regardent une vidéo en même temps. Donc, je suis pas sûr que ça rende complètement idiot. Au contraire, je pense que on apprend à gérer plusieurs choses en même temps. Le multitâche. Oui. Et vous le mentionniez justement, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette étude, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, croire, ce sont pas seulement les milléniaux, ce sont pas seulement les plus jeunes qui sont accros à leurs écrans. Oui, effectivement, tout le monde est accro aux écrans, mais pas toujours. Disons, la hiérarchie n'est pas n'est pas la même pour tout le monde. On voit par exemple que pour les jeunes, la télévision, c'est pas qu'elle a disparu tout à l'heure. Vous disiez ma revue, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Vous parlez de ma revue télévision. Je fais une parenthèse parce que le numéro qu'on va sortir dans un mois s'appelle YouTube, Twitch et les autres. Et précisément, on essaye de montrer cette extension de la télévision. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle perd du terrain, c'est plutôt qu'elle en gagne, mais sous des formes différentes. Et notamment, YouTube est devenu une sorte de super télévision où vous pouvez voir aussi bien des émissions archivées ou même des chaînes Arte, à plein de chaînes sur YouTube, que des vidéos qui sont faites par les amateurs. Donc ça, c'est toujours de la télévision d'une certaine façon parce que c'est toujours de la vidéo, des images, mais la télévision institutionnelle ou instituée comme les grandes chaînes, en revanche, baisse, sauf pour les catégories les plus âgées. Vous disiez que ça peut que cette pratique des écrans et le prolongement de la main, déjà la main est le prolongement du cerveau et le prolongement de la main, donc du cerveau, c'est le smartphone. Smart, ça veut dire d'ailleurs intelligent, mais avec ce phénomène de multitâche, et on peut effectivement avec un smartphone faire des choses extrêmement intelligentes. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais adolescent, je rentrais chez moi très très tard, parfois au terme de nuit très interminable, et au petit matin, je regardais une émission terrifiante, c'est les Boulevards des clips. C'était une bêtise insondable. Et alors, c'était un peu, vous voyez, on regardait ça défiler. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le même mécanisme avec ces petites vidéos, vous avez très très courtes qu'on voit sur Instagram. Les réels. Et c'est une espèce de tisane pour les yeux. Et alors, quand on a branché des électrodes, des neurologues ont fait ça, et quand on voit le cerveau de quelqu'un qui lit et le cerveau de quelqu'un qui est en train de regarder ces images, c'est quand même terrifiant. C'est-à-dire que la cervelle est complètement passive. Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est difficile de répondre comme ça. Ça dépend ce qu'on regarde. C'est pas toujours passif. Regarder une série, c'est pas un acte vraiment passif. Il faut suivre. Les séries d'aujourd'hui, en plus, sont de plus en plus complexes. Donc, ça, vous avez raison, parce que l'enquête montre aussi pointe la montée des séries, la montée en puissance des séries. Oui, la montée des séries. La montée des séries. Et bon, on peut être très très pessimiste sur la lecture. Les gens qui ont fait l'enquête sont pessimistes sur la lecture, mais finalement, quand on s'aperçoit que c'est quand même la troisième activité en dehors de ce qui est sur nos écrans, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Non, bien sûr, il y a différentes façons de se servir des réseaux sociaux, mais quand même 60% de notre temps libre. Moi, la question qui me vient directement en tête, c'est qu'est-ce qu'on faisait avant? Parce que vous dites que tout n'est pas nocif, mais on a forcément perdu quelque chose en route quand même. Qu'est-ce qu'on faisait avant l'arrivée des réseaux sociaux? Est-ce que ça remplace pas aussi la télé quelque part? Parce que si on regarde aussi sur les écrans la télé et les vidéos en replay et d'une consommation différente, combien de temps on passait devant la télé avant? Alors il y a toute une évolution, c'est vrai, qui a commencé, je dirais, déjà dans les années 80 avec les magnétoscopes. Les magnétoscopes, ils nous ont permis tout d'un coup de voir plus d'images que ce que nous pouvions voir en direct. Donc maintenant, ça s'est multiplié, évidemment, avec les plateformes. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Je pense qu'effectivement, c'est quand même une très bonne question. Sans doute, on regardait, enfin pour les jeunes notamment, ils regardaient plus la télé, et ça s'est déplacé sur YouTube, qui est une sorte de télévision à la demande. Mais ça fait penser vraiment à ce concept de divertissement pascalien, c'est-à-dire que c'est comme si le vide, c'est comme si l'ennui
n'était plus acceptable. C'est-à-dire, la nouvelle pornographie, c'est l'ennui. Et donc, il faut remplir le vide à tout prix. Et c'est là où il y a quelque chose peut-être d'assez inquiétant, en dehors du fait que ça nécessairement, ça ne va pas stimuler nécessairement les zones du cerveau autant que du théâtre, de la lecture, des discussions entre amis, etc. C'est moins stimulant pour le cerveau. Mais il y a ce phénomène-là, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de pages blanches, il n'y a peut-être plus de création. Et d'ailleurs, on parlait de ces mini-images, mais c'est vrai que le niveau en termes de spectaculaire est mis très très haut dans ces images. Donc ça veut dire que pour les gens qui font de cinéma, les scénarios, etc., c'est quand même très difficile de faire la concurrence maintenant. Oui, alors il y a deux choses. D'abord sur les écrans, vous savez, il y a quelques années qui s'appellent les Tamagotchi. Vous vous souvenez, c'était un petit truc avec un animal de compagnie. Un animal de compagnie, oui. Exactement. Voilà. Il fallait lui donner à manger, sinon il pourrait mourir, etc. La relation que nous avons aux écrans aujourd'hui, pour moi, elle est exactement du même ordre. C'est-à-dire que c'est l'ordre de l'animal de compagnie. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose, même moi qui travaille sur un écran toute la journée puisque j'écris, de temps en temps, je me repose, je vois où est-ce que ça en est sur YouTube. Exactement. Où en sont mes copains. C'est notre nouvel animal de compagnie. On se sent bien avec lui, on se sent en sécurité, on se sent accompagné. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci François Josse. Je rappelle, vous êtes professeur à la Sorbonne et auteur de Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique. Et les écrans donc ne rendent pas forcément idiots. On va le voir tout de suite après avec un expert absolument passionnant. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. La guerre de haute intensité, comme disaient les spécialistes, est hélas, 3 fois hélas, de retour en Europe. Et la plupart des experts n'ont pas vu venir cette guerre. Je vous disais, pas tous les experts. Il y a un expert qui, lui, avait prévu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet expert est parmi nous. Il s'appelle Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour Monsieur Bigot. Bienvenue de retour sur Sud Radio. Nous avions eu déjà le plaisir de vous recevoir dans Politique sous influence, où vous vous définissez vous-même comme un théoricien de l'histoire, un historionome. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'Atlas des guerres à venir aux éditions Scripta-Manent. Et vous avez un site aussi qui s'intitule historionomie.net. Je disais tout à l'heure, vous êtes l'un des rares à avoir prédit l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Et je tiens à lire un tweet rapide que vous aviez publié le 18 décembre 2021. Je vous cite sur Twitter. « La Russie va envahir une partie de l'Ukraine dans un délai relativement bref. D'ici 6 mois. Comme ils l'ont dit, les États-Unis ne s'en battront pas pour l'Ukraine, donc personne dans le temps ne le fera, mais il y aura de grosses sanctions économiques contre la Russie et un renforcement des déploiements de l'OTAN dans les pays baltes, la Pologne, la Roumanie. L'Ukraine sera vraisemblablement rapidement écrasée et largement occupée, sauf le tiers occidental, et on y est, mais la Russie estimera que le danger est écarté de l'avancée de l'OTAN en Ukraine, et que le danger de l'avancée de l'OTAN en Ukraine est écarté en Ukraine, donc l'avancée de l'OTAN, la Russie estimera que l'avancée de l'OTAN, je vais y arriver, en Ukraine est écartée. En revanche, que dans les pays baltes, il est supérieur et que donc ce danger de l'avancée de l'OTAN dans les pays baltes ne sera pas acceptable par la Russie. Alors c'est par là qu'on voudrait commencer. Est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine, qui est déjà une tragédie, pourrait s'étendre dans les pays baltes et pourquoi ? Alors oui, je le pense toujours. L'ampleur de ces extensions dépendra, je pense, de ce qu'on verra dans les 15 jours, 3 semaines à venir dans l'est de l'Ukraine, où la bataille décisive va véritablement se mener et qui donnera une idée de l'issue de tout cela. Pourquoi ça continuerait dans les pays baltes ? Parce que la Russie a annoncé dès le mois de décembre dernier, c'était son fameux catalogue d'exigences, que ce qu'elle voulait, c'était un repli de l'OTAN, en gros, dans ses frontières de 1991, c'est-à-dire jusqu'en Allemagne et pas au-delà. Ce qui est totalement inacceptable. Ce qui est totalement inacceptable pour l'OTAN et pour les États-Unis, surtout, qui comptent sur leur système d'alliance pour maintenir leur hégémonie mondiale, et donc ils ne peuvent pas accepter, parce qu'un recul, ça mettrait complètement en cause leur crédibilité. Donc c'est vraiment là que la confrontation... Mais même pour les pays concernés, en fait. Oui, pour les pays concernés aussi, mais bon, in fine, ceux qui décident vraiment, ce sont les États-Unis, puisque c'est eux qui essentiellement déploient leurs forces et qui entraînent les autres à le faire. Si les États-Unis sont plus là, plus personne ne le fera. Personne en Europe, je pense, ne défendra les pays baltes seuls, sans le soutien américain. Donc c'est ça véritablement qui est le souci, parce qu'en fait, le problème stratégique que ça pose à la Russie dans les États baltes est le même que celui qu'aurait posé le déploiement de missiles qu'il redoutait en Ukraine et l'intégration de l'OTAN en Ukraine, c'est-à-dire le fait que les capacités
militaires de l'OTAN soient trop proches des centres névralgiques de la Russie, qui sont tous en Europe occidentale, dans cette partie qui est entre la frontière russe et l'Oural. Et donc, de ce point de vue-là, les États baltes posent exactement la même question que l'Ukraine. Et la seule raison pour laquelle le problème de l'Ukraine a été traité en premier, c'est d'une part parce que les Russes ont pensé que s'ils arrivaient à faire un exemple suffisamment net de la détermination, peut-être que ça pousserait les Européens à demander aux Américains de se replier effectivement des États baltes, et donc d'y arriver par la négociation. Et dans le pire des cas, ça conduirait la Russie à éventuellement intervenir dans les États baltes, mais dans un second temps, ils ont préféré commencer par un pays qui n'était pas dans l'OTAN et donc qui n'entraînait pas l'intervention normalement automatique des autres pays, avant éventuellement d'essayer ça là-bas. Donc il y a les pays baltes et puis il y a la Finlande aussi qui pose un petit peu le même problème que l'Ukraine, puisque de plus en plus ils se rapprochent d'une idée d'intégration à l'OTAN, puisque l'invasion de l'Ukraine les a vraiment terrifiés. Vous pensez à quel délai, Philippe Fabry, puisque là, déjà, il y a eu quand même d'importantes pertes aussi pour les Russes, ça n'a pas été aussi rapidement qu'on le pensait, il va bien falloir souffler un petit peu, ou est-ce que vous pensez que ça va être plutôt rapide, la suite va être rapide ? Alors, je pense que, vous savez, moi, je me réfère à des exemples historiques antérieurs, donc je pense que ça serait de l'ordre de 6 mois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y aurait un temps de reconstitution des forces russes, de redéploiement aussi. Après, une fois une relative paix obtenue en Ukraine, je veux dire, une fois un arrangement obtenu en Ukraine, on aurait mais cette paix obtenue en Ukraine, voilà, on parle de la date du 9 mai, qui est évidemment capitale pour du point de vue de la politique intérieure russe, puisque c'est un peu leur 14 juillet à eux, voilà, c'est ça ? C'est leur 14 juillet, c'est un jour après le 8 mai 45, un jour après la capitulation. Vous pensez que c'est vous qui avez eu vraiment le nez creux et quelque chose d'un peu prophétique, pensez qu'ils peuvent déboucher rapidement, ils peuvent écraser l'armée ukrainienne rapidement avant le 9 mai ? Alors forcément il y a l'inconnu militaire, puisque tous les spécialistes militaires ont été surpris par ce qui est arrivé en Ukraine, et moi y compris, puisque pour la matière purement militaire, c'est vrai que je me réfère plutôt à ce que disent les experts, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Donc ça a effectivement surpris tout le monde, cette résistance ukrainienne. Les Russes eux-mêmes ont fait une invasion dont le plan était vraisemblablement une ressucée de celui de la restauration de l'ordre, on va dire, en Tchécoslovaquie en 68, qui comptait sur l'effondrement immédiat de l'armée et des autorités civiles ukrainiennes, et ça n'a pas eu lieu. Donc en fait, ils s'attendaient pas à devoir faire l'invasion de l'Ukraine qu'ils ont dû faire. Et une grande partie de leur difficulté probablement vient de là. Je pense que si les Russes avaient vraiment pensé qu'il faudrait se battre avant, ils auraient peut-être vu les choses autrement. Et là, en fait, cette deuxième phase qui s'ouvre dans le Donbass va nous montrer si les Russes ont su s'adapter à cette nouvelle situation de guerre, effectivement, ou pas. Je pense que ça peut être le cas, en particulier parce que je pense que l'échec autour de Kiev a pu avoir un peu le même effet que l'échec soviétique à Kharkov au printemps 1942, qui était une contre-offensive qu'avait voulu faire Staline sur les Allemands en se disant, là, de toute façon, ils sont épuisés par l'hiver, on va les écraser, contre l'avis de ses généraux. Et les difficultés en réalité rencontrées par les Soviétiques, puisqu'ils ont été battus à Kharkov, a eu un effet positif sur l'armée soviétique, parce que ça a fait se retirer Staline de la décision pure, qui a préféré faire confiance un petit peu plus à ses militaires. Il n'est pas impossible qu'une partie de l'échec soit due à la volonté de Vladimir Poutine lui-même, ex-agent du KGB, un peu de refaire une opération de style soviétique, alors que peut-être les généraux russes étaient plus... Vous avez raison, on baigne en plein anachronisme, c'est très présent dans la propagande russe, et on faisait allusion au 9 mai, il y a l'objectif de dénazification, enfin on a l'impression que Vladimir Poutine, lui, il vit en 1942, quoi. Et alors, ce qui est vraiment fascinant aussi, étonnant, clin d'œil de l'histoire, tragique, c'est que les batailles vont se passer quasiment dans les mêmes villes. Là, on parle de Kramatorsk, par exemple, c'était un des épicentres de la bataille de Kharkov, le long du Dniepr, c'est ça ? Tout à fait, et même Izium qui a été dont on a beaucoup parlé dans ces dernières semaines, était justement la tête de pont soviétique au moment de la bataille de la deuxième bataille de Kharkov. Et là, c'est probablement la tête de pont de l'armée de Vladimir Poutine. Voilà, tout à fait. Donc la question, c'est est-ce que cette fois-ci les Russes arriveront à jouer leur partition, ou bien est-ce que finalement les Ukrainiens sont capables de faire un coup à l'allemande en 42 aux armées russes. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de bataille décisive. On va voir quelle sera l'issue de la guerre dans ce qui va se passer dans cette bataille du Donbass. Oui, on n'a pas trop parlé, mais on n'avait pas le temps de ce corridor de Soulvaki. Vous pouvez nous en dire un petit mot, parce que les Russes finalement ont une base qui s'appelle Kaliningrad, l'enclave, qui est pas reliée au plan territorial à la Russie ou même à la Biélorussie, qui est entourée de la Lituanie et de la Pologne. Et donc là, vous vous dites que ça peut vraiment déraper là.
Voilà, parce que l'exclave de Kaliningrad, en fait, c'est un territoire annexé par la Russie en 1945, qui était l'ancienne Königsberg allemande, sur la mer Baltique. Voilà. Et le corridor de Suwałki, en fait, ça vient d'une localité qui est là, qui est en fait un corridor de quelques dizaines de kilomètres de large, qui passe entre ce territoire russe de Kaliningrad et le territoire biélorusse, et qui est le seul corridor terrestre vers les États baltes pour l'OTAN et pour l'Union européenne. Et donc il y a une capacité, depuis que Moscou contrôle la Biélorussie, il y a une capacité de bloquer ce corridor pour empêcher l'arrivée de renforts terrestres et éventuellement attaquer les pays baltes. Donc dans l'éventualité d'une attaque des pays baltes, c'est tout à fait plausible, surtout si les Russes, et c'est pour ça que les prochaines semaines sont décisives, si les Russes arrivent à obtenir une victoire qui n'était peut-être pas celle qu'ils envisageaient, mais qui resterait quand même une victoire nette contre l'Ukraine, ils pourront se dire que finalement ça a été relativement facile et à un coût relativement faible, quand on voit que par exemple le rouble a très fortement remonté après avoir baissé, qu'ils ont réussi à faire certains coûts financiers en renationalisant quelque part ou en reprenant au plan national l'essentiel de leur major gazière, et donc de récupérer des profits qui leur échappaient jusque-là. Je pense que ça pourrait les encourager plus qu'autre chose à aller dans les pays baltes, quoi. Ils peuvent se dire ça nous coûtera peut-être 15 ou 20 000 hommes de plus, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc vous, finalement, Philippe Fabry, vous êtes plutôt confiant par rapport à ce que vous aviez prédit il y a quelques mois, mais pour les pays baltes, qu'est-ce que vous pensez? D'après ce que nous ont montré les Russes en Ukraine, qu'est-ce que vous pensez de leur capacité? Comment ça va se passer pour eux? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne stratégie d'aller de l'avant en envahissant les pays baltes pour Poutine? Est-ce qu'ils en ont encore les capacités? Alors, bon, j'ai du mal à dire que je suis confiant, j'ai tendance à rester dessus, mais bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je me réjouis. Mais je considère encore, sauf honnête, je commencerai à en douter si la bataille du Donbass est un échec pour les Russes. Là, effectivement, on pourra commencer à se poser la question. Pour récapituler, vous dites que si la bataille du Donbass est gagnée, s'ils écrasent l'armée ukrainienne, ils pourraient à terme, on ne sait pas quel est le terme, mais à terme se retourner contre les pays baltes, c'est ça? Voilà, je pense que en fait, c'est encore plus simple. S'ils gagnent dans le Donbass, 6 mois plus tard, je pense qu'ils iront vers les pays baltes. Ah oui. C'est comme ça que je vois venir les choses. C'est pas très rassurant, votre histoire. Non. Alors, non, effectivement, mais encore une fois, je pense qu'ils pourront se dire, surtout s'ils gagnent dans le Donbass, que finalement, ça sera facile dans les pays baltes, parce que certes, il y a quelques troupes de l'OTAN, mais ils pourront encore une fois compter en se disant, en gros, ils nous sanctionneront comme ils ont fait pour l'Ukraine et ils iront pas plus loin. Et puis, il faut se souvenir que les pays baltes, c'est un petit peu plus de 6 millions d'habitants. Donc c'est très très vide contrairement à l'Ukraine et qu'ils auraient à craindre une moindre résistance, on va dire, à l'échelle du terrain que celle qu'ils avaient en Ukraine. Donc en fait, ils ont commencé par le plus dur quelque part dans leur esprit en Ukraine. Et donc c'est pour ça que s'ils gagnent, je pense que ça les encouragera à aller plus loin. Moi j'invite nos auditeurs à regarder votre travail, notamment sur Twitter. Ces fils Twitter sont absolument passionnants. Finalement, vous incluez cette bataille, cette agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, vous l'incluez dans une bataille plus large, où il y a d'un côté la Russie, la Chine, contre, disons, le monde occidental soutenu par les États-Unis. Et vous dites que l'issue de ce bras de fer n'est pas certain, finalement. Alors, l'issue finale, j'en suis assez convaincu, c'est que je pense que le camp de l'ordre international, on va dire, qui est dirigé par les États-Unis, finira par l'emporter. D'accord. Parce que si on regarde le système d'alliance américain et tous les gens qui l'impliquent, et même des gens qui n'impliquent pas encore, mais qui en cas de confrontation militaire risqueraient d'être impliqués, probablement que si la Chine, par exemple, se mettait à envahir Taïwan, le Vietnam se rapprocherait encore plus des États-Unis, par exemple, ce qui est déjà le cas actuellement, mais ça peut paraître bizarre quand on se souvient de la guerre du Vietnam, mais il y a un rapprochement assez net des États-Unis avec le Vietnam depuis un moment maintenant. Donc, si vous voulez, les poussées d'agressivité de ces pays-là vont inversement créer un effet de resserrement d'alliance, et on le voit déjà avec l'apparition du Quad, l'alliance qui implique l'Inde, l'Australie, le Japon, pour essayer de faire un cordon sanitaire autour de la Chine, dans lequel les États-Unis ne sont pas, que les États-Unis encouragent, mais qui reste malgré tout une construction un petit peu locale. Donc je pense que c'est surtout ce système d'alliance là qui jouera, et puis le fait que en plus au plan de la guerre de l'information, on voit quand même très nettement que jusqu'ici en tout cas, pour resserrer les liens à l'intérieur de l'Occident, on arrive à maintenir une sorte, et on le voit notamment sur les réseaux sociaux, on le voit dans les médias, c'est-à-dire que le récit de guerre de l'Occident
l'emporte. Peut-être que d'ailleurs, il fait voir les succès ukrainiens un petit peu plus importants qu'ils ne sont, même s'il y a des succès réels, mais peut-être que ça fait espérer des résultats sur leur capacité de contre-offensive qui sont supérieurs à ce qu'elle est. C'est la bonne conclusion, c'est que finalement, la partie russe n'est pas si confiante que ça, parce qu'elle a notamment coupé les réseaux sociaux. Merci Philippe Fabry, je rappelle que vous êtes historien géopolitologue, vous êtes l'auteur de l'Atlas des guerres à venir aux éditions Scripta Manent. Et on va maintenant se réconcilier encore avec les réseaux sociaux, avec le monde numérique, en accueillant un très, je dirais, prometteur scénariste qui s'appelle Samuel Fitoussi et qui réconcilie la lecture et les réseaux sociaux. Exactement. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Je rappelle que vous pouvez, que vous devez même nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag PSI. Et bonjour Samuel Fitoussi, bienvenue sur Politique sous influence. Bonjour. Vous êtes passionné de cinéma, de philosophie, de politique. Comme vous savez, nous sommes en week-end électoral. On va donc parler de cinéma, de philosophie et bien évidemment de réseaux sociaux. Vous êtes diplômé de Cambridge, rien que ça, en économie, d'HEC. Vous êtes toujours étudiant à HEC. Vous êtes un peu un éternel étudiant, non ? J'ai bientôt fini. Bientôt fini. Vous avez 25 ans, vous êtes le fondateur du blog La Gazette de l'étudiant. Vous écrivez des courts-métrages, des nouvelles de fiction, des satires sur l'actualité, des billets d'opinion, du moins c'est ce qu'on peut lire sur vous, sur Internet. Est-ce qu'on peut se fier à Internet ? C'est juste ? C'est ça, je publie la plupart de mes textes sur Internet. J'ai créé donc La Gazette de l'étudiant où je parodie notamment vachement ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire ce militantisme très progressiste étudiant. Qui vient notamment des jeunes et qui consiste à assigner tout le monde à ces déterminismes de naissance, que ce soit biologique ou couleur de peau, etc. Et qui obsède vraiment sur des détails comme ça, qui voit des inégalités partout, etc. Alors, donc je préfère en rire. On est vraiment très très heureux de vous avoir. D'abord parce que je pense que vous êtes bourré de talent. Ensuite parce que vous nous faites montrez rire qu'on beaucoup. peut réconcilier la culture, la haute culture et les réseaux sociaux. Et troisièmement parce que vous allez nous donner un extrait. Enfin vous allez partager avec nous et c'est très généreux de votre part avec Juliette qui va vous donner la réplique d'ailleurs ma foi. Oui, mais tout à voilà un extrait et parce que en fait vous avez raison. La meilleure arme contre le wokisme c'est qu'il meurt d'un éclat de rire en fait ces jours-là. C'est ça, c'est ce que je pense. Juliette. Alors aujourd'hui, vous Samuel, allez nous raconter l'histoire de Julie. Julie, c'est une influenceuse qui, sur Instagram, éveille sa communauté au combat progressiste. Un matin, elle décide d'innover pour révolutionner la lutte pour la justice sociale. Oui, exactement. Julie, ça fait plusieurs années que Julie milite et pour elle, une forme de lassitude s'installe. Elle constate que ses publications tournent souvent autour des mêmes objectifs, dénoncer le sexisme ordinaire, briser les stéréotypes de genre, lutter contre la haine raciale, décoloniser les esprits, dénoncer des trucs problématiques et des mêmes concepts, fragilité blanche, privilège blanc, suprémacisme blanc ou parfois même patriarcat blanc. Elle a donc une idée assez brillante, créer un algorithme qui écrira à sa place. Limitée financièrement, mais tenante à recruter, on est en 2022 quand même, une équipe de programmeurs contenant 50% de femmes et 50% de minorités ethniques, elle recrute un transgenre métis. Au bout de 2 mois, l'algorithme est prêt. Magnifique projet, mais alors comment fonctionne-t-il cet algorithme ? Excellente question. Pour schématiser, le programme récupère des données sur le site de l'INSEE, extrait sur Google des citations d'universitaires de gauche et intègre le tout dans un montage choc qui devient ensuite une publication Instagram. L'objectif ? Mettre en lumière un aspect méconnu de la domination patriarcale, du racisme systémique ou de l'islamophobie d'État, ou idéalement, pour être inclusif, des 3 en même temps. L'intelligence artificielle, traditionnellement un outil d'oppresseur capitaliste, devient donc une arme au service des opprimés. Le renversement est émouvant. Mais je crois comprendre que tout ne se passe pas comme espéré ? Et oui, le jour du grand lancement, c'est malheureusement le grand couac. La première publication est plutôt prometteuse. Il est rappelé que les Noirs représentent 10% de la population française, mais uniquement 9,92% des acteurs nominés au César. Scandale. Votre silence est une forme de complicité, conclut une sociologue. La seconde publication, en revanche, fait scandale. Ce n'est pas le choix du thème qui étonne, mais l'angle par lequel il est traité. Les femmes ne représentent que 3% de la population carcérale française, explique une juriste. Pour briser les plafonds de verre, poursuit-elle, instaurons une politique de discrimination positive pour les femmes en prison. Une publication qui suscite, et c'est bien logique, une vague d'indignation et des centaines de désabonnements. Oui, c'est un fiasco total pour Julie. Le CSA est saisi et une influenceuse rivale vient commenter, je la cite, « En réalité, 100% des femmes sont en prison, une grande prison à ciel ouvert appelée le patriarcat. Éduquez-vous ». Julie finit par effacer la publication,
Mais Caroline de Haas y va de son tweet. « Ce qu'on n'effacera jamais, écrit-elle, c'est le traumatisme de ceux qui l'ont vu. » Elle conclut en annonçant créer une cellule de soutien psychologique pour les survivantes. Mais Julie ne va pas se laisser décourager par cet échec quand même. Évidemment, Julie ne baisse pas les bras, car mieux que quiconque, elle sait que le propre d'un héros est d'être mal aimé par ses contemporains. Martin Luther King et Gandhi n'ont-ils pas été assassinés ? Le nouvel essai de Rokhaya Diallo n'a-t-il pas reçu quelques critiques négatives ? La semaine suivante, Julie remet donc l'algorithme en marche. Résultat, un texte intitulé « Faut-il dépanthéoniser Simone Veil ?» Une publication impeccable à tout point de vue. L'argumentation est limpide. Privilégiée depuis sa naissance car blanche, Simone Veil appartient à la classe des féministes blanches, c'est-à-dire qu'elle se concentre hypocritement sur des causes telles que l'avortement, en éludant complètement le combat pour que Charles de Gaulle soit joué au cinéma par une femme noire. Mais si je comprends bien, c'est la publication suivante qui fait réellement entrer Julie dans l'histoire. Oui, tout à fait, car Julie brise un tabou majeur, ose parler d'un sujet abandonné par les politiques publiques depuis des décennies, évité par les intellectuels, mis sous le tapis par les gouvernements successifs incapables du coup d'endiguer la montée des extrêmes. Je parle évidemment de l'invisibilisation du caca féminin. Ouf. Tandis que les hommes entretiennent un rapport de fierté avec leurs crottes, explique un des experts fécaux, les femmes sont silenciées, soumises par le patriarcat à un devoir de mutisme semblable à ce que les juifs polonais ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale. La dernière image adresse un message aux abonnés. Libérez la parole, publiez en story une photo de votre petite crotte avec le hashtag « Fier de mon caca ». Et là, en quelques heures, le succès mondial, une vague d'espoir et de mobilisation naît dans le monde, n'est-ce pas ? Des centaines de milliers de photos de crottes de toutes les tailles et de toutes les couleurs envahissent les réseaux sociaux. Les candidates à la présidentielle, réticentes au début, finissent toutes par participer. Et même Christine Boutin nous gratifie d'une photo. Le combat s'internationalise avec le hashtag Proud of my poop et Kim Kardashian rejoint la lutte. Un immense succès de l'algorithme qui vaut à Julie une proposition alléchante. Le rédacteur en chef du média Combini contacte Julie et lui propose d'acheter son algorithme pour 1 million d'euros. Elle hésite. Refuser l'offre, se dit-elle, lui permettrait de continuer son activité d'influenceuse pour devenir, à moyen terme, le visage de la justice sociale française. Dans quelques mois, elle serait nommée ministre de l'égalité homme-femme non-binaire et en 2027, elle se présenterait à la présidentielle. Victorieuse, elle célébrerait sa victoire au Crous de Tolbiac et nommerait Christiane Taubira à Matignon, Virginie Despentes aux affaires étrangères, Alice Coffin à la justice, Céline Sciamma à l'éducation, Greta Thunberg à l'écologie, Rokhaya Diallo à la culture et surtout, Assa Traoré, ministre des Armées. Elle imagine le racisme disparu, le réchauffement climatique vaincu, la station Sud Radio interdite, les populistes en PLS. Mais elle finit tout de même par accepter la proposition. Oui, car 1 million d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Le lendemain de la vente, Julie est dans l'avion pour Dubaï, tandis que Combini publie l'inquiétant manque de parité parmi les éboueurs parisiens, puis géopolitique et blanchité, l'évolution du teint de Vladimir Poutine. Bravo. Bon, bravo, excellent. Excellent. C'est un exercice difficile parce que vous êtes un homme de l'écrit et là c'est de l'oral. Bravo à tous les deux. J'avais beaucoup aimé aussi parce que moi je vous suis sur Instagram, surtout c'est là que je vous ai découvert. Totalement 100% réseau et j'avais beaucoup aimé celle sur la jeune fille qui travaillait chez Combini. Parce qu'on parle beaucoup des pure players ici, Combini, Brut, etc. Ça vous intéresse? Et c'était vraiment très marrant. Ouais, j'avais fait donc une journée type chez Combini. Voilà, c'est ça. Et Combini, c'est un média vachement axé justement sur les inégalités, les discriminations, les combats sociétaux. Et donc, ce qu'ils essayent de mettre en lumière, c'est vraiment quand ils arrivent à mettre en lumière une inégalité à laquelle personne n'avait pensé, ils en sont ravis. Et vraiment, c'est ça que j'ai essayé de dénoncer. Et c'est une sorte de logique de pensée qui est propre au wokisme où on part d'un constat. Par exemple, on part d'une conclusion, il existe le patriarcat, il existe un racisme systémique, etc. Et on cherche à trouver des exemples qui confirment ce constat. Donc c'est l'inverse de la démarche scientifique en quelque sorte. Et c'est tout le wokisme est comme ça parce que quand on cherche des inégalités, vous mettez en doute ce que vous pensez, là c'est l'inverse. Là, vous ne mettez pas en doute, vous cherchez des preuves. Exactement, on cherche des preuves et évidemment quand on cherche, on les trouve. N'importe quelle conclusion, on cherche dans la société des exemples qui viennent confirmer ça, on peut en trouver. Donc avec le féminisme par exemple, c'est vachement comme ça, même si quand on pense au wokisme, on pense pas vraiment au féminisme en premier, mais plutôt au racialisme, etc. Mais avec le féminisme par exemple, et cette idée de patriarcat, c'est ça. On peut par exemple pour trouver tout et n'importe quoi qui viennent confirmer l'idée qu'il existe une immense inégalité entre les deux sexes. Mais quand on raisonne dans ce sens-là, c'est assez facile. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire avec la publication sur Combini, montrer comment
tout et n'importe quoi était envisagé sous le prisme de la conclusion, sous la grille de lecture du patriarcat, du racisme systémique, etc. Et avec la satire et avec l'humour, c'est assez amusant à faire. Ce qui est très, très intéressant aussi dans votre travail, c'est que vous arrêtez beaucoup sur les mots, en fait, parce que vous parlez de cette folie suivant laquelle, en fait, en changeant les mots, on changerait la réalité. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a des femmes qui sont victimes de discrimination, mais si on cesse de les appeler les femmes et qu'on les appelle les êtres menstrués, alors ça a tout changé. Oui, pour cette pensée progressiste, le langage a une valeur performative. C'est ça, performative. On peut changer la réalité avec le langage. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'écriture inclusive. On pense vraiment qu'en mettant des points médians dans les mots, on va lutter contre les discriminations et faire en sorte que les femmes soient mieux représentées, ce qui est Merci infiniment. C'était vraiment très sympa. Ici aussi, la parole a une valeur performative parce que l'émission touche à sa fin, hélas. Et vous êtes 80% à prendre des risques avec votre vie et celle des autres au volant. Alors comment ? En utilisant votre smartphone en conduisant. On en parle avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault dans On parle auto. Bon week-end à tous, n'oubliez pas d'aller voter.